Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Manouchian et les autres, la main-d'œuvre immigrée en résistance. Ils étaient 23, nous rappelle la chanson. Ils étaient 22, fusillés par les nazis au Mont-Valérien. Et puis bien plus, ce jour-là, être exécutés sur le même lieu. Et puis il y a Olga Benchik, elle, guillotinée à Stuttgart. Ils étaient 10 sur l'affiche placardée sur les murs de la France occupée. Mais comment ont-ils été choisis ? Ils étaient 2 à entrer au Panthéon avec la mémoire de tous les autres. Bonjour Annette Viborka. Bonjour. Vous avez pensé quoi de cette interprétation par Feu Chatterton de la célèbre chanson de Léo Ferré ? C'était le 21 février 2024, l'entrée de Missac au Panthéon. Elle est magnifique, elle est bouleversante. Et je pense que ça a été un des moments importants d'une très belle cérémonie où finalement ce sont bien les 23 plus 1, parce qu'il faut rajouter Joseph Epstein, qui sont rentrés au Panthéon. Et dès février 2023, dans une interview, dans un article qui était consacré à ces questions-là, j'avais dit ma tristesse à penser qu'on n'honorerait pas les 23. Et je vois que finalement, ceux qui ont signé cette tribune du Monde ont été entendus et ont été vraiment entendus, puisque ce sont vraiment les 23, les portraits, les 23 qui étaient honorés la veille aussi au Mont-Valérien, les familles des survivants, les neveux de Reno de la Negra, Juana Alfonso, la petite fille de l'Espagnol rouge. Voilà, donc il y a eu vraiment quelque chose, un moment qui est un moment vraiment important. Oui, parce que lors de cette cérémonie, il y avait ces portraits des 23, portraits fixes et portraits projetés sur le Panthéon, et la lecture des noms, donc c'est toujours très émouvant, ponctué, comme c'était le cas dans les cérémonies au cimetière d'Ivry, au cimetière parisien d'Ivry, où avaient été inhumés les fusillés, enfin pas ceux-là seulement, il y a plus de 800 tombes de fusillés du Mont-Valérien au cimetière d'Ivry, donc avec cette ponctuation mort pour la France qui donne des frissons, enfin qui est vraiment très émouvante. Donc c'était vraiment une belle cérémonie, oui. Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Dimitri Vanezis, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes sensible au fait qu'au moment de parler de la résistance, ce n'est pas uniquement un individu qui est mis en avant, mais c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. L'idée, c'était de symboliser toute cette main-d'œuvre immigrée, et ça fonctionnait, ça c'est certain. Dimitri ? Oui, effectivement, c'était une cérémonie qui a revêtu un caractère collectif. Cérémonie dont par ailleurs on pense ce que l'on veut, de l'opportunité, du caractère politique, comme tout moment mémoriel. Mais nous, en tout cas, en tant qu'historiens, on est parfois heureux des moments mémoriels parce qu'ils nous permettent de faire de l'histoire. Ah oui, c'est vrai. C'est très important de le rappeler, ça. Dès qu'il est possible de mettre l'histoire en avant pour la décrypter, j'ai envie de dire c'est tant mieux, sans polémique. C'est pas nécessaire ici. Annette Viborka, vous êtes historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS. Et là, quand vous voyez ce moment particulier d'une cérémonie au Panthéon, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a la cérémonie et c'est très bien. L'émotion que ça provoque, c'est de la mémoire et ça permet de faire de l'histoire. Absolument. Si on regarde ce qui s'est passé, disons, depuis septembre, puisque c'est à partir de septembre que les choses ont commencé à être évoquées, il y a eu effectivement une déferlante Manouchian, Méliné et Missac, une déferlante un peu glamour qu'on voit sur les couvertures de certains livres, mais il y a eu aussi des choses qui ont été à côté. Par exemple, le livre de Jean Vigreux et votre prénom m'échappe. Dimitri Vanezis, avec tous tes frères étrangers. Voilà. Et puis d'autres choses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avant qui m'a incité à aller regarder de plus près cette affiche et à faire des découvertes. J'étais aussi très sensible au fait que le président de la République ait rappelé que 3
donc un de l'affiche et 2 qui n'étaient pas sur l'affiche mais qui ont été fusillés, Cloarec et Rouxel, qui sont des Français de généalogie, et Robert Wichitz, qui est mis alternativement comme juif polonais sur l'affiche, juif hongrois sur le tract, était en fait tout à fait français, comme l'était d'ailleurs Rino della Negra, par le droit du sol, même si Wichitz avait un père qui était juif polonais. Et le président de la République, dans son discours, a évoqué ces 3 Français. Il a évoqué aussi les raisons de leur entrée dans la résistance, qui était le fait qu'ils étaient tous les 3 réfractaires au service du travail obligatoire, qui a beaucoup alimenté aussi les maquis. Voilà, donc il y a eu quelque chose dans cette commémoration qui s'est un peu rapproché de l'histoire. Oui, un petit peu. Et c'est vrai que le moment très particulier de la commémoration est en écho à un autre moment très particulier, celui de l'exécution, le 21 février 1944. Mais cette histoire-là, c'est une histoire, vu que c'est de l'histoire, c'est sur du temps. Quand vous écrivez, Dimitri Manesis et Jean Vigreux, cet ouvrage avec tous tes frères étrangers, de la MOE au FTP-MOI, vous n'êtes pas uniquement sur les FTP-MOI. Et le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler ce que c'est que cette histoire et tous ces enjeux de mémoire. Alors, MOE, main-d'œuvre étrangère. Alors, c'est quoi ça? Parce que là, on a besoin de comprendre comment certaines entrent en résistance à un moment donné par rapport à leur passé. C'est ça, on rentre pas en résistance juste sans se dire d'où je suis, dans quelle histoire, à quelle histoire j'appartiens. Jean Vigreux. C'est pas la génération spontanée, il y a quand même un milieu dans lequel ils ont été socialisés, dans lequel ils ont eu des combats, et des combats qui sont marqués, pour certains, très tôt par l'antifascisme. Donc il est certain que la MOE a participé, ensuite la MOI, à construire des groupes, à créer des réseaux, et de ces réseaux, oui, bien sûr, ils se retrouvent dans les FTP-MOI, mais il n'y a pas de déterminisme à cela. Certains ont pu être à la MOE et puis jamais rentrer dans les FTP-MOI. On est bien au cœur là de processus individuels et collectifs qu'il faut mesurer. Oui, pour qu'on nous comprenne bien, en fait, l'idée de ce livre, c'est parti, en fait, de l'affiche rouge, de Manouchian et des autres, que l'on connaît, qui semblent être des figures à peu près populaires et connues d'un public assez large. Mais on s'est dit qu'en fait, dans le sigle FTP-MOI, francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée, il y a main-d'œuvre immigrée. Et que cette main-d'œuvre immigrée, elle a une histoire qui remonte à bien avant la guerre et qui se prolonge d'ailleurs aussi, parfois sous d'autres formes, après la guerre. Et donc, l'idée de cet ouvrage, c'était de desserrer la focale à la fois chronologique, mais aussi géographique, parce qu'on a voulu sortir de la simple évocation des FTP-MOI ou de l'AMOI de la région parisienne pour essayer de brasser des zones comme Grenoble, la région toulousaine, mais en fait, finalement, toutes les zones industrielles de la France où se retrouve cette main-d'œuvre immigrée, qui est donc appelée à l'origine main-d'œuvre étrangère, qui naît dans les années 20, autour de la CGT-U, U pour unitaire, c'est-à-dire ce syndicat proche de l'internationale syndicale rouge des communistes qui scissionne de la CGT, au moment d'ailleurs où socialistes et communistes se séparent. Et en réalité, cette MOE, main-d'œuvre étrangère, est à l'origine un petit bureau d'études de travail qui vise à donner des chiffres à la mouvance communiste, des statistiques sur les travailleurs immigrés en France. Et puis, très vite, d'abord au niveau syndical, puis à partir de 26 au niveau politique, au sein du PCF, au Congrès de Lille, vont se monter les fameux groupes de langue, c'est-à-dire encadrer travailleurs immigrés et ou réfugiés politiques dans des groupes de langue. Donc on va regrouper les militants communistes, espagnols, juifs yiddishophones, hongrois, arméniens, grecs, etc. dans ces groupes de travail pour essayer de toucher aux idées communistes le plus grand nombre de travailleurs étrangers vivant en France. Annette Viorca. Oui, je pense que ce que vous dites là est extrêmement important. Il faut quand même rappeler que la France a été saignée par la guerre de 14-18, qu'il y a eu, disons, 1 300 000 d'hommes jeunes morts, et qu'elle a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, et même sous contrat. Par exemple, les contrats entre les Houillères et les Polonais, et que les 2 grands groupes qui sont présents, les grands groupes d'étrangers qui font former beaucoup les bataillons de la MOI, ce sont les Polonais.
principalement mineurs, Nord, Pas-de-Calais, bassin de Saint-Étienne, aussi dans les... On peut évoquer les travaux de Janine Ponti sur les Polonais et les Italiens. Et ce qui m'a peut-être le plus intéressé dans votre livre, c'est l'importance que vous donnez à cette immigration italienne dans la MOI, parce que on la retrouve dans les FTP-MOI. C'est-à-dire que on retrouve pas tellement de Polonais catholiques, de Polonais, d'identité polonaise dans les FTP-MOI. On les retrouve dans d'autres réseaux de résistance plus nationalistes polonais. Mais alors les Italiens sont extrêmement nombreux. Donc il y a que Fontano sur l'affiche, mais vous avez fait aussi un autre livre qui était... Jean Vigreux, qui était sur Rino della Negra, qui est un livre... avec Dimitri. Déjà avec Dimitri, excusez-moi, voilà. Et qui est quand même... qui est un livre extrêmement intéressant. Donc ça a remis aussi les Italiens à leur place. Alors, un tout petit mot sur les groupes de langue. Les groupes de langue... c'est pour éviter qu'il y ait un nationalisme qui se développe au sein du Parti communiste. Alors là, les juifs, c'est un peu à part, parce que un juif peut être dans un groupe de langue yiddish et ailleurs. Je vais prendre un exemple, qui est celui de Janina Sorachewska. Janina Sorachewska, c'était la mère de Pierre Goldman. Janina Sorachewska, elle vient de Lodz, une famille juive de Pologne. Enfin, on connaît assez bien sa biographie. Je l'avais restituée dans une cité juif résistant communiste. Elle arrive et elle est mise dans les groupes de langue polonais. Et notamment, elle est à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, elle fait l'interprète pour les mineurs polonais qui sont en procès. Ensuite, elle est internée en 1939, après l'interdiction du Parti communiste au camp de Rieucros. Et en 1942, elle a un visa pour le Mexique qu'elle n'utilise pas. Et on la retrouve dans les groupes de combat yiddish. Donc, il y a aussi une porosité. Et quand on regarde les groupes de langue hongrois, roumains, la majorité de ceux qui y sont en fait des juifs, mais qui parlent le roumain, le polonais, le hongrois. Ils ne sont pas yiddishophones. Donc ce sont des sous-sections de langue. C'est important de le noter. Jean Vigreux, ça demande beaucoup de finesse d'ailleurs. On parle de la démarche aussi, on est dans le cours de l'histoire, vous nous l'avez dit, avec cet ouvrage que vous avez écrit avec Dimitri Manesis sur Rino della Negra, il y a un focus, une biographie, une monographie, et puis avec tous tes frères étrangers, vous élargissez le focus, je reprends vos mots, Dimitri Manesis. C'est cela aussi, une étude au scalpel pour comprendre tous ces réseaux. Et on sent la complexité, tout simplement en écho à la complexité des identités et des parcours de vie. Oui, des parcours de vie et puis des âges, des générations, parce que on brasse plusieurs générations. Non seulement ceux qui arrivent au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme ça a été dit, c'est un pays d'immigration, la France, dans ces années 20 et 30, donc d'un point de vue économique, puis tous ceux qui fuient les régimes autoritaires, fascistes en Italie, d'Europe centrale et orientale, alors avec un anticommunisme très fort de la Pologne ou de la Roumanie, et puis les pogroms et l'antisémitisme. Et n'oublions pas non plus l'arrivée d'Hitler au pouvoir, tous les anti-nazis qui viennent en France et les juifs qui arrivent. Donc on est au cœur de différentes générations et ça, c'est à prendre en considération. Par exemple, Rino, qui était le premier, lui, il est fusillé à 20 ans. Donc 20 ans, il peut pas connaître ces événements. Les événements, il les connaît par ses amis qui sont partis combattre dans les brigades internationales. Donc il y a tous ces enjeux de socialisation, et pour les Italiens, c'est ce fameux quartier d'Argenteuil, Mazzagrande, comme ils l'appellent entre eux, parce que il y a cette sociabilité qui passe par le sport, qui passe par le football, qui passe... Voilà, on a voulu essayer de retisser ces liens pour rendre visibles ceux qui étaient souvent invisibles. Tout à l'heure, vous évoquiez glamour pour les deux photos classiques qu'on présente, Méliné et Missac. Bon, je suis pas forcément d'accord avec vous, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du débat. Nous, on trouve qu'il y a 8 couples
En fin de compte, souvent on les présente dans les FTP-MOI. Au total, il y a 8 couples. Et on les a oubliés. Souvent, on n'a présenté que les fusillés, on voyait que les martyrs hommes et qu'une vision d'un combattant qui devait être tout seul, qui devait être, aller au sacrifice et devenir un martyr. Mais on oublie aussi leur vie au quotidien. Donc, je dirais quasiment la vie, l'amour et la mort en même temps, puisqu'ils le côtoyaient. Donc, 8 couples, c'est quand même important sur ces 23, enfin, pas 23, sur les 68 arrêtés dans la 3e filature, parce qu'ils sont 68 au total, voire 70. Il y en a 2 qui ressortent parce qu'on n'avait pas de preuves contre eux. Mais c'est ça aussi qui est intéressant de voir tirer ces fils, recréer une histoire sociale. Et recréer une histoire sociale et puis réfléchir à la mémoire. Comment cette histoire-là nous est présentée, par exemple, lors de la cérémonie au Panthéon. Parce que, on vient de le dire, hein, il y a des origines diverses, il y a des origines géographiques, des religions diverses, enfin, ou des choix politiques, hein, très forts. Ouais, c'est la famille communiste quand même, c'est la galaxie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même si certains peuvent venir d'horizons culturels différents, il y a quand même, par le syndicat, par la MOE, par la MOI, ce que j'appellerais la famille communiste, ou la galaxie, pour reprendre un autre terme qu'on utilise avec Dimitri. Oui, parce que voilà, c'est ça, c'est ce qui les unit, c'est le communisme, avec cette phrase prononcée par le président de la République Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'entrée de Missak et Méliné Manouchian au Panthéon, parce qu'ils sont communistes. Ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine, enfant de la Révolution française, guetteur de la Révolution universelle. Moi, je voudrais votre avis d'historienne, d'historien sur cette phrase. Écoutez, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais je trouve ça finalement assez piquant qu'il y ait cette phrase, c'est-à-dire que brusquement on réintègre l'idée révolutionnaire dans un discours présidentiel, pourquoi pas, parce que parmi eux, il y avait vraiment des révolutionnaires qu'on appellerait professionnels. Par exemple, Borchov, qui a été très longtemps, enfin, qui dans les débuts de la mémoire communiste était toujours associé à Manouchian. Donc on a ces itinéraires de révolutionnaires professionnels qui passe en France. Est-ce qu'il a choisi la France, Borchov? On n'en sait rien. Il fait la guerre d'Espagne. Il fait partie de ceux ce qu'on appelle la retirada, de ceux des combattants dans les brigades internationales qui se retrouvent internés dans nos camps d'internement, le Vernet, Saint-Cyprien, oui. Voilà. Et puis après, dans la MOI. Donc, on n'en sait rien. Sur la question des couples, oui, vous avez raison. Moi, j'ai longuement évoqué le couple formé par Léon Bakhine et Jeanne List, parce que si on veut faire l'histoire, il faut voir aussi ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est quand même des dizaines et des dizaines et des centaines de fusillés au Mont Valérien avant les 23. Et moi, je m'étais beaucoup l'avantage de l'âge, c'est que j'ai connu et je me suis entretenu très très longuement avec beaucoup d'entre eux, une cinquantaine d'entre eux, quand j'ai fait la première édition de mes Juifs communistes. Et Jeanne List me disait, la première génération était déjà au cimetière. Et puisque, pour parler des femmes, il y a quand même un personnage qui est très bouleversant, qui est celui d'Hélène Cros, qui arrêté le 24 décembre 1942, donc c'est une date, le 24 décembre dont on se souvient, se jette par la fenêtre pour ne pas risquer de parler. Donc là, c'est quasiment Brossolette. Voilà, donc il y a beaucoup de ces gens qui sont dont le nom est d'ailleurs rappelé au Mont Valérien dans la cloche qui a été qui est due à l'artiste Pascal Convert. Donc on a tous ces noms, 2000, alors 1007, mais aujourd'hui on en est à 2022. Donc 1022, pardon, excusez le lapsus, 1022. Non. Voilà, donc c'est toute une histoire longue et une histoire qui commence en 41. Le premier fusillé étant Titi Tisselman, et quand le colonel Fabien, qui par son geste lance la lutte armée, il dit Titi est vengé. Voilà, donc on a une histoire qui commence une histoire de la lutte armée
qui commence en août 41 et dont finalement ceux qui ont été fusillés et sur ce qu'on appelle depuis 1959 seulement, depuis que Léo Ferreux l'a mis en musique, l'affiche rouge, s'inscrivent dans une histoire plus longue. Oui, sinon c'est une affiche avec toute une réflexion à avoir de la part des historiens, des historiennes, et ça fait du bien de vous entendre aujourd'hui en écho aux commentaires des commémorations. On entend souvent aussi, parce qu'on l'a dit, ils sont communistes, en tout cas dans cette galaxie communiste, le pacte germano-soviétique. Comment se positionne-t-il au moment où Staline et Hitler font une alliance ? Le pacte germano-soviétique, c'est bien sûr un bouleversement, pas que pour ces communistes étrangers ou d'origine étrangère, pour l'ensemble des communistes. Pour certains, ça va être d'accepter les éléments de langage qui sont fournis par la direction communiste pour faire passer la pilule, à savoir c'est une manœuvre diplomatique, etc. Et en fait, tout ça se fait en deux temps. Il y a un premier temps où les communistes maintiennent leur ligne traditionnelle qu'ils ont depuis 34-35, le Front populaire, etc. On pourra y revenir. Une ligne antifasciste, une ligne anti-nazie, une ligne également de défense nationale. Et puis progressivement, l'Humanité puis le PCF sont interdits et pour la France, on va dire qu'à partir du mois d'octobre s'impose un nouveau cours, un nouveau tournant, celui qui est de présenter le conflit non pas comme une guerre antifasciste, mais comme une guerre inter-impérialiste. Et tout ça va évoluer ensuite au cours des années 40-41. Mais concernant les individus, ça c'est pour la grande histoire, j'ai envie de dire. Après, dans les parcours individuels, dans les choix, dans les appréciations qui sont faites, tout ça peut varier. Et un bon nombre de militants, en fait, pacte ou pas pacte, finalement font le choix de tout simplement poursuivre un combat qui est le leur depuis plusieurs années, qui s'engageant dans les armées françaises, qui s'engageant dans des régiments tchécoslovaques ou polonais en France, qui s'engageant dans la Légion qu'on a aperçue d'ailleurs lors de la cérémonie. Et Dieu sait que pour des communistes, s'engager dans la Légion n'était pas forcément quelque chose de facile. Et d'autant que les armées françaises ne les ont pas toujours acceptés dans leur rang, puisque certains d'entre eux étaient considérés comme trop suspects d'un point de vue politique. Anna Diverka, vous allez-y. Oui, je pense que si on prend l'histoire du Parti communiste, non pas sur le temps long, puisqu'il a été créé qu'en 1920, donc c'est pas un temps très long, on a des périodes où le Parti communiste est une secte, où il est très limité dans le nombre, et puis il y a des périodes de dilatation. Et la dilatation du Parti communiste, c'est vraiment le Front populaire, et avec dilatation, c'est sa découverte de la nation, et sa avec rencontre avec la nation. 2 secondes. Et avec le fait que le Parti communiste réintègre la Marseillaise, réintègre le drapeau. Aragon dit « le parti m'a donné les couleurs de la France ». Donc on a une période où le Parti communiste redevient, ou devient... voilà. Alors, moi, je partage pas votre vision de la période du pacte germano-soviétique. La plupart des députés et sénateurs quittent le Parti communiste. Moi, j'ai beaucoup interrogé les gens de la MOI. En gros, ils se replient. Le Groznovski qui a été un des chefs, bien sûr. Il est à Brunois au moment de l'invasion. Il a pris une formation de tourneur pour pouvoir gagner sa vie puisqu'il peut plus être permanent. Donc je pense que toute la période qui va de 39 du pacte du 23 août 1939 jusqu'à mai, un peu avant, disons avril-mai 1941, c'est une période de très grande rétractation du Parti communiste, avec des épisodes qui ont été mis au jour, qui sont celui de la demande de reparution de l'Humanité. Donc, ce qui est certain, c'est que 22 juin 41, énorme soulagement de tous, parce qu'ils se retrouvent dans, surtout, la génération rentrée au Parti communiste ou à la MOI au moment du Front populaire, ils se retrouvent le combat qu'on appelle anti-fasciste, anti-nazi, et c'est un soulagement, et à partir de ce moment-là, les effectifs vont se regonfler. 22 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que ça y est, l'URSS attaque l'Allemagne nazie. Il faut pas perdre de vue que les effectifs, je suis pas tout à fait d'accord, vont regonfler parce que c'est encore un parti interdit. Oui. Donc c'est difficile de travailler dans la clandestinité. On voit bien qu'il y a aussi une direction polycéphale, qu'il y a Duclos qui est en France, que Thorez est à Moscou. Enfin, il faut essayer de relier tous les fils. Aujourd'hui, on peut relier les fils parce qu'on a les archives. Alors, il y a une partie des archives qu'on n'a pas,
ça, c'est celles qui sont au Kremlin. Mais les archives de l'international communiste, les liens, etc., on les a. On a la chance à Dijon de les avoir mises en ligne à la Maison des Sciences de l'Homme sur le site Pandore. Donc ça nous permet de travailler à partir aussi des sources internes et pas simplement des sources de police. Je crois qu'il faut qu'on croise les sources que l'on a. Alors oui, entièrement d'accord sur le fait que le pacte désorganise tout. Il y a un repli, il y a les gens qui sont arrêtés, il y a ceux qui quittent le parti. Ça, il y a pas de problème. On est entièrement d'accord sur cet aspect-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas gardé. On pense à Tillon, on pourrait penser à Guingouin. On a d'autres communistes de ce dont point de le vue-là. destin au sein du Parti communiste a été quand même difficile après. Oui, mais Guingouin et Tillon, je suis d'accord voilà. avec vous. Mais là, moi, je parle à cette époque. Je ne peux pas savoir 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, ce qu'ils deviendront, etc. On le fait sur ce moment-là. Donc on revient aux méthodes historiques sur les enjeux de la chronologie et des temporalités. Sur ces temporalités, eh bien oui, c'est cette évolution entre 40 et 41. D'ailleurs, la reparution de l'humanité, que vous évoquiez, il y a un télégramme de tentative. Il y a quand même un télégraphe qui arrive de Moscou qui dit d'arrêter tout ça. Donc on est bien au cœur de, comment dirais-je, de décalage, d'appréciation de lignes des fois dans le temps parce que les ordres n'arrivent pas si vite ou on les comprend pas si vite. Voilà. Alors ça veut pas dire pour autant que juin 41 ne va pas soulager. Bien au contraire, ça je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même des traces de résistance avant, de solidarité qui sont mises en avant à la suite en particulier de la rafle du Bli-Yéver, etc. Il y a plein d'enjeux que l'on peut retrouver de formes de solidarité et de formes de résistance qui existent déjà. Mais alors la lutte armée, c'est la spécificité du communisme. Discuter, moi j'aime bien le Jean-Richard Bloch. Jean-Richard Bloch, lui part à Moscou mai peut-être. D'ailleurs, Jean-Richard Bloch est juif, donc il peut plus travailler. Et il accepte la proposition des soviétiques d'aller travailler pour Radio Moscou. Et il part donc pour l'Union soviétique en mai 1941. Il est logé à Berlin dans l'ambassade soviétique Unter den Linden. Et c'est Nicole Racine, qui a été une grande historienne des intellectuels communistes, qui relève ce qu'il dit du pacte germano-soviétique. Elle dit toute une vie basée sur la confiance. Et elle dit c'est quasiment un pari pascalien, qui est de continuer à avoir confiance. Bon, je sais pas si on doit discuter trop de ça, mais la Légion, c'était les 22, 23e régiments des volontaires étrangers, de marche des volontaires étrangers. C'était pas la Légion telle qu'on l'imagine. Donc effectivement, ils se sont engagés en masse, mais il faut un petit moment. Vous parlez des télégrammes de l'international, il faut un petit moment pour que brusquement on passe à la guerre anti-impérialiste. Et moi, j'ai fait la biographie du couple Thorez et j'ai rétabli la date exacte, non pas le 4 octobre, mais le 3 octobre de la désertion de Thorez. Thorez, qui aurait pu ne pas rejoindre son régiment, il rejoint son régiment. Et l'ensemble des communistes rejoignent leur régiment. C'est-à-dire que pendant un moment, avant que les directives de l'international arrivent et disent c'est une guerre entre impérialistes qui ne nous regarde pas, il y a tout ce moment où les communistes votent les crédits de guerre. Enfin bon, voilà, donc c'est une période un peu compliquée. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Il faut rendre la complexité. Voilà, des choses. absolument. C'est pas noir et blanc. Absolument. Surtout que maintenant qu'on l'a bien compris, cette période délicate du pacte germano-soviétique est passée. Nous sommes en juin 1941. Disons que les choses sont plus claires, mais il reste à s'organiser. Notre système d'organisation s'est basé sur le principe des triangles cloisonnés. Au sommet, il y avait le Parti communiste français qui dirigeait toute la résistance, c'est-à-dire les FTP-F. Les dispositions du Parti communiste français étaient transmises à la Commission centrale des immigrés, c'est-à-dire Commission MOI, dirigée par Gronowski. Avec Hervé, il avait la liaison pour que nous transmettre à nous des dispositions d'ordre politique. Du point de vue militaire, j'étais lié et subordonné à Roltangui, qui dirigeait la résistance dans l'île de France et qui représentait devant nous les comités militaires nationaux.
j'avais la liaison permanente avec le chef du premier détachement, qui était un détachement de Roumains, avec le deuxième détachement, qui était un détachement composé des Juifs, avec le troisième détachement, qui était composé des Italiens, avec le quatrième détachement mixte, composé des Roumains, des Bulgares, des Tchèques, des Hongrois, etc. Il y avait des Espagnols aussi. Boris Olban, communiste, roumain d'origine juive. Ici, nous sommes dans le documentaire des terroristes à la retraite de Moscou-Boukou en 1985, à Dimitri Manézis. On entend l'organisation, c'est une organisation qui peut nous paraître militaire si on ne connaît pas le fonctionnement du Parti communiste, parce que je veux dire que ces gens-là savent s'organiser. Ils sont issus d'une longue tradition d'organisation. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les groupes de langue. En fait, cette structure de la MOI va être donc, comme toutes les autres structures liées à la galaxie communiste, dissoute en 1939, et elle va progressivement, avec moult difficultés, se reconstituer dans la clandestinité. Et au moment de créer finalement ces organisations de protection, d'autodéfense, très faiblement armées dans un premier temps, puis ensuite, quand ces structures sont intégrées au sein d'un commandement unique, un commandement militaire unique, celui des FTP, les francs-tireurs partisans à partir de 42, eh bien, elle va se reconstituer finalement avec ce qu'elle connaît, c'est-à-dire en partie avec ses groupes de langue. Et donc, c'est ce qu'on vient d'entendre dans le témoignage de Boris Olban, qui est un témoignage très important dans un film aussi assez beau malgré quelques inexactitudes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un témoignage qui nous montre effectivement comment dans la clandestinité se reconstituent ces groupes de langue par affinité et puis parfois avec une part de bricolage aussi, parce que vous avez des Français qui se retrouvent dans ces groupes de langue, vous avez des gens qui, Annette tout à l'heure parlait de perméabilité entre certains groupes, mais dans la résistance ça peut être le cas aussi. On parlait tout à l'heure de Rino Della Negra, lui il commence ses actions de résistance au sein des FTP à Argenteuil, puis ensuite il va basculer dans ce qu'on appelle le 3e détachement italien des FTP MOI de la région parisienne. Donc il faut penser aussi ces quelques circulations. Jean Vigreux, c'est vraiment cela, hein, ce monde à étudier, celui des FPT-MOI. FTP-MOI, on dit MOI parfois. Expliquez-nous. Non, mais alors là, vraiment, c'est juste un effet de langage, FTP-MOI ou FTP-MOI? Vous dites MOI, vous? Ouais, on dit MOI, mais parce que certains yiddishophones disaient MOI et que d'aucuns, dans la mémoire, ont repris ça dans les interviews et les entretiens d'après-guerre. On dit MOI, mais bon, après... Voilà, on dit ce qu'on veut, mais c'est la même réalité. C'est la même réalité. Ce qui compte, c'était ce combat antifasciste. Et ce fer de lance de la résistance. Mais oui, avec ces francs-tireurs, Boris Olban qu'on vient d'entendre, lui a organisé. Il a été le chef militaire des FTP MOI pour la région parisienne, juste avant Missak Manouchian. Hein. Oui, c'est ça. Comment ça se passe, en fait? Parce qu'on est dans un monde complètement secret. C'est cela, c'est un monde de la résistance. Est-il lié avec les autres mouvements de résistance? Jusqu'à 1943, pas vraiment, puisque s'il faut l'unification de la résistance pour avoir ces passerelles. Alors il y en a des fois quelques-unes, en particulier tout à l'heure j'évoquais ceux qui sont arrêtés en novembre 1943 au moment de la 3e filature. Et bien dans cette 3e filature sont arrêtés ceux qui faisaient des faux papiers et ils n'étaient pas du tout des FTP-MOI, ils venaient d'ailleurs. Donc là c'est assez intéressant de comprendre ce qui se joue. En revanche, vous avez une triple direction. Il y a la direction militaire, il y a la direction aussi de la MOI et il y a la direction politique. Parce que les rapports remontent à Jacques Duclos, qui lui est le dirigeant clandestin du parti en France. Et ce qui est dommage, parce que nous on est contents parce qu'on a pu les utiliser, mais le fond du clos est pas assez utilisé. C'est tout au musée d'histoire vivante à Montreuil. Et on a toutes les notes qui remontent tous les 15 jours, toutes les semaines. Et puis aussi des bilans mensuels. À la fois des FTP, à la fois de la MOI, et puis des instructions que donne Duclos. Et ça, c'est accessible. Alors peut-être que les inventaires devraient être plus poussés, plus détaillés, mais au moins l'intérêt, c'est pas de faire cette histoire simplement par les archives policières qui nous donnent un biais, qui ont une vision, pas seulement non plus par les archives Duclos qui ont un biais, qui ont tout ça, mais ça nous permet de travailler et de reprendre, de revisiter les places des uns et des autres. Et aussi par les témoignages qui sont très importants. Et pour les auditeurs, il faut effectivement rappeler que Boris Olban a été le responsable militaire jusqu'en août 1943, qu'il y a eu des divergences, non pas
politique, il restait lié au Parti communiste, mais de tactique, et que c'est à ce moment-là qu'il a été remplacé par Manouchian, et qu'il est revenu après comme responsable militaire. Et il raconte tout ça. Alors là, c'est le magnifique film de Moscou, où on voit vraiment vivre ces gens comme des gens, pas comme des héros, évanescents, mais vraiment dans leur vie. Mais en dehors de ce témoignage, dans le film de Moscou, Boris Olban a écrit, de son vrai nom, Barour Brourman, il a écrit un livre majeur qui s'appelle Testament. Et dans ce livre majeur, il raconte quand même comment il y avait un traître, Davidovitch, et comment ils ont oxy discrètement le traître dans une villa de Bourg-la-Reine. C'est Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine. C'est la région parisienne. La région parisienne, voilà. Donc, il y a ces témoignages. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a un décalage entre la façon dont Boris Olban décrit dans le film de Moscou cette organisation militaire et la réalité qui est que c'était des jeunes gens qui avaient des couples, ce qui n'était quand même pas tellement autorisé. Henri Krasuki, dans la période précédente avec Paulette Schlifka. Donc, ils n'étaient pas censés quand même vivre en couple, et que il y a d'un côté la description de ce qu'aurait dû être la résistance, ces groupes de trois cloisonnés. En ce qui concerne les jeunes juifs, ils avaient tous été à l'école ensemble, ils faisaient tous de Belleville, ils avaient été au patronage, ils avaient été dans l'organisation sportive, le YASC. Donc, ils avaient des rendez-vous clandestins, ils venaient avec, je sais pas, au pilori sous le bras au métro, et ils retrouvaient leurs copains de classe. Donc il y a à la fois une sorte l'idée de ce qu'aurait dû être cette résistance, et une réalité qui est toujours, une réalité humaine, qui est toujours beaucoup plus complexe et en fait plus attachante. Que c'est pas des machines, quoi. Ouais, c'est vraiment loin ça. S'en faut. Loin s'en faut. Une histoire vraiment incarnée. Jean Vigreux, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous avez écrit avec Dimitri Manesis, Rino Della Negra, footballeur et partisan. Et puis après, vous avez, je reprends toujours votre terme, desserré la focale avec tous tes frères étrangers. Mais vous, Annette Vivorca, vous resserrez la focale parce que il y a, bien sûr, ils étaient juifs résistants communistes, et avec Anatomie de l'affiche rouge. Mais là, encore une fois, on parle de démarche de l'historienne, c'est resserrer la focale sur ce document, imposante, grande affiche, pour essayer de comprendre d'où elle vient. Dans le cours de l'histoire, c'est vrai que la radio, nous n'avons pas d'image, mais nous avons les archives, celle du 11 février 1944, quand l'arrestation de ceux que l'on nomme pas encore, on ne dit pas Manouchian, est annoncée aux actualités françaises. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de 3 gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes de devoir en luttant contre les bandes communaux terroristes. À la violence, devait déclarer M. Darnan au nom du chef du gouvernement, nous répondrons par une répression juste mais implacable. Pas besoin de souligner qu'il s'agit d'une archive de propagande, évidemment, avec, et on l'entend bien, Annette Vivorca, presque la lecture de l'affiche rouge au moment d'identifier les personnes. Et le mot juif apparaît de manière très nette, et dans Anatomie de l'affiche rouge, il y a cette étude-là qui est presque prosopographique, c'est étudier qui ils étaient pour voir qui a été choisi pour apparaître sur l'affiche. Je pense que d'un côté, il y a Vichy, les brigades spéciales qui procèdent aux filatures et aux arrestations sont françaises, mais de l'autre côté, il y a l'occupant nazi. La vision des choses n'est pas tout à fait la même. Vichy est
antisémite et xénophobe. Le nazisme, et c'est quand même les services de propagande nazis qui fabriquent l'affiche, sont d'abord d'un antisémitisme que le grand historien Friedlander appelle rédempteur. Ça veut dire que les juifs sont responsables de tous les maux, le capitalisme, le bolchevisme, la résistance. Et la lecture de l'affiche, elle est très facile si on regarde le tract qui accompagne l'affiche. Et d'ailleurs, le tract est très intéressant parce que sur le tract, il y a une reproduction de l'affiche. Mais comme il n'y a pas la place, elle est légèrement différente. Et depuis que je me suis rendu compte de cela, grâce d'ailleurs à l'histoire où j'avais mis 4 juifs polonais, un juif, que j'ai fait un article dans la revue L'Histoire, et où on m'a dit non, 3 polonais, 2 hongrois. Donc j'ai recorrigé 4. Et puis à la fin, quand Ariane Mathieu, la rédactrice qui s'occupait de cette question-là, a vu que je m'agaçais, elle a pris son téléphone et elle m'a dit « Regarde ». Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 versions et que la version du tract faisait de Robert Wittschitz un juif hongrois, alors qu'il était à peine juif, puisque sa mère ne l'était pas, qu'il était français, donc il n'était ni hongrois, ni polonais, ni juif. Et depuis, je regarde quelle reproduction il y a, et c'est assez amusant, parce que vous avez une partie qui reproduit le tract, sans voir que c'est pas l'affiche. Donc, c'est très intéressant, c'est un casting qui est fait. Et on décide de coller dans Reimann un pistolet, quand on les photographie, pour la propagande. De coller chez Elek, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une clé de dérailleur. Et on choisit effectivement 7 juifs, alors qu'ils ne sont que, je mets des guillemets bien évidemment, que 12 parmi les fusillés. Donc l'opération est une opération antisémite. Donc si je dis ça, c'est pas par communautarisme, parce que vraiment, c'est très loin de moi-même, et je ne les assigne pas à une identité, je fais juste de l'histoire. Et l'histoire, c'est que pour le nazisme, on le retrouve dans les carnets d'Himmler, pour le nazisme, l'Amérique est juive, l'Union soviétique est juive, enfin tout est juif, quoi. Et il faut extirper les juifs. Donc ça, c'est le sens premier qui est donné à l'affiche. Oui, parce que sur les 22, 23, ce n'est que la moitié des juifs, et sur l'affiche, c'est 7 sur 10. Après, on peut regarder comment l'affiche a été construite, quoi, après. Il y a ces éléments-là, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais n'oublions pas que les BS font un rapport le 3 décembre 1943, donc les brigades spéciales, avant de les remettre aux Allemands. Et le rapport des BS dit tant de Français ariens, tant de Français juifs, tant d'étrangers ariens et tant d'étrangers juifs. Ça veut dire que aussi Vichy a repris les codes à ce moment-là, puisqu'on est dans la logique quand même Bousquet-Auberg, on est dans une logique de fuite en avant de la collaboration, qui participe de cela aussi. On dit la même chose, hein. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Bien évidemment, il y a un antisémitisme de Vichy, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans l'antisémitisme nazi. L'antisémitisme de Vichy n'est pas cet antisémitisme rédempteur qui dit qu'il faut éradiquer les Juifs d'Europe pour assurer le Reich de Milan. Ça, on est dans quelque chose qui est un peu différent. Oui. Mais je ne suis pas de celles qui pensent que Vichy a protégé les Juifs, que les choses soient bien claires. Non, je n'en doutais pas. Effectivement, c'est Annette a eu bien raison de souligner l'importance du tract brochure qui accompagne l'affiche. On a parfois tendance à l'oublier. Et c'est vraiment un concentré de la vision du monde nazi où la lutte contre le judéo-bolchevisme est érigée en objectif à atteindre. Je pourrais même pas prononcer ce qui est dit sur la sexualité de Reimann, tellement c'est atroce, et tous les poncifs. C'est une brochure qui donne la nausée. C'est une brochure qui donne envie de, excusez-moi, parce que je devrais rester neutre, mais qui donne quand même envie de vomir. Oui, parce que ici, on a vraiment le concentré de l'antisémitisme avec toute cette question. L'affiche est rouge. La couleur, évidemment, nous rapporte à la violence, peut-être, mais aussi au communisme. Oui. On dirait que ce qui a été mis en avant par ceux qui ont décidé de faire l'affiche, c'est vraiment cet antisémitisme plus que le communisme. Complot judéo-bolchevique.
Le complot judéo-bolchevique. C'est vraiment la volonté de mettre en œuvre ces deux tares, je mets des guillemets bien sûr, que le nazisme dénonce, mais depuis le bolchevisme est juif, puisque le capitalisme est juif, la résistance est juive. Et dès l'essence et dès la naissance du nazisme, le communisme est perçu comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de discuter avec vous et de pouvoir aborder des sujets complexes et de sentir comment ils sont détournés aujourd'hui. Vous venez de le dire avec justesse, Annette Vivorka. C'est quelque chose qui a fait polémique et on a du mal à le comprendre. Pourquoi Vichy aurait protégé les Juifs? On comprend comment tout ce que nous disons là est aujourd'hui, à travers des propos de gens qui ne sont ni historiens ni historiennes, déformés. On voit que cette mémoire est en tension très très vive. Une cérémonie comme celle qui conduit Missak Manouchian au Panthéon, c'est quelque chose qui peut apaiser. Moi, je pense qu'on n'est pas ici pour apaiser les mémoires. Nous en avions discuté. On peut le dire avec Annette en off. C'est pas le rôle d'un historien d'apaiser les mémoires, de vouloir réconcilier tout le monde avec tout le monde. Non. Nous, on est ici, je l'avais dit au début de l'émission, pour faire de l'histoire, pour donner des clés de lecture, des clés de compréhension de ce qui s'est passé. Ensuite, ce sont des choix politiques qui s'établissent. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que la cérémonie, elle, peut être un moment où ça peut apaiser un peu des tensions, et sachant que ça permet aux historiens et aux historiennes de faire le travail de leur côté? C'est difficile, à la fois ça peut apaiser des tensions parce que déjà c'est important pour les familles. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est les 23 qui sont rentrés, il n'y a pas qu'un seul couple, il y a quelque chose d'important puisque enfin on reconnaît la place qu'a tenue le Parti communiste dans la résistance, la place des étrangers dans la résistance. Bon, tout ça, on est entièrement d'accord. Mais la présence aussi de certains élus, certes de la République, certes de notre démocratie, à cette cérémonie, a posé question. En tout cas pour les familles, parce que, alors pour aller en le disant clairement, du Rassemblement national, le Rassemblement national fondé en 1972 est fondé par des anciens de Vichy, des anciens de la Waffen-SS, des anciens qui étaient dans la collaboration, etc. Donc leur présence à cette cérémonie peut poser question par rapport à ces logiques. Voilà, le Front National, l'ancêtre du Rassemblement National. Je pense que la période de François Mitterrand a été la dernière période où la question de la guerre de Vichy était au cœur de la politique. Maintenant, on est quand même 80 ans après les événements. Il n'y a plus aucun homme ou femme politique qui a vécu cette période. On est donc dans quelque chose qui est différent. Mais notre rôle à nous, c'est pas effectivement d'apaiser. Moi, je suis stupéfaite de voir que, par exemple, on prend comme chose gagnée que c'était l'action directe qui était la seule forme de résistance, en oubliant qu'il y a une partie, donc les de Gaulle, qui était hostile. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de retrouver ce qu'était l'histoire dans sa complexité, et je crois que c'est très éducatif, parce que ça permet de penser que le présent aussi est complexe, et quand on éduque, moi j'ai été longtemps prof de lycée, je reste prof un jour, prof toujours, mais quand on éduque des jeunes, c'est de ne pas prendre tout pour argent comptant, d'essayer de réfléchir, d'essayer de penser, et de penser aussi la complexité, et pas tout le monde il est beau, il est dans le passé, quoi. Pour moi c'est très très important. La complexité est nécessaire et la polémique est inutile au sens où porter un propos ne signifie pas s'opposer à un autre. On a entendu au moment de la commémoration l'idée de dire que certains résistants issus d'un monde catholique ou monarchique auraient eu leur place aussi au Panthéon, etc. Mais ça, c'est juste de la polémique et ça n'a aucun intérêt dans le travail de l'historien, de l'historienne qui, malgré tout, est obligé de dresser son panorama de la résistance. Et il y a ces résistants-là aussi.
Oui, il y a ces résistants-là aussi, bien sûr. La résistance, elle est multiple. Faut jamais perdre de vue qu'entre 40, 41, 42, 43, c'est pas tout le monde, les mêmes personnes qui résistent. Chacun a ses modalités. Ça vient d'être rappelé. Le Parti communiste, très tôt, s'engage dans la lutte armée à partir de 1941. Les autres sont plutôt sur le renseignement et en disant on attend le débarquement et on attend de reprendre les combats pour éviter aussi les otages. Enfin, toutes les complexités qu'il y a derrière. Aussi, cette lutte armée, elle est coûteuse. Elle est coûteuse en vie. Elle est coûteuse en vie pour les fusillés, mais elle est coûteuse en vie aussi parce que chaque fois, c'est 50 ou 100 otages qui sont fusillés. Donc c'est donc ça. Donc c'est reprendre ces modalités, mais en revanche, ce qu'il faut voir, c'est ce processus d'unification qui amène au Conseil national de la résistance, qui va quand même changer la donne, et puis aussi la suite de la guerre, l'effet Stalingrad. On peut pas penser cette période sans cet effet. Alors maintenant, si on reste au Panthéon, il y a quand même Jean Moulin, avec cette panthéonisation mémorable grâce au discours d'André Malraux. Et puis il y a les dernières panthéonisations de la présidence de François Hollande, où c'est quand même Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle et Jean Zay, qui sont au Panthéon, 4 hommes et femmes qui ont des histoires différentes. Jean Zay ayant été emprisonné des 40 finalement et assassiné par la milice en 44. Une très belle personne, Jean Zay. Voilà, donc on a effectivement une diversité. En tout cas, c'était une résistance de la pensée, puisque le pauvre, il était arrêté, donc il ne pouvait pas agir en tant que tel. Oui. Et surtout l'importance de remettre de l'histoire dans cette mémoire, une commémoration. C'est formidable, et vous l'avez dit, Annette Vivorca, c'est vrai que ce qui a été sans doute porté par les historiens et les historiennes de dire c'est un ensemble de personnes et pas simplement un couple, a dû être entendu, et ce qui permet aujourd'hui de réfléchir et d'aller plus loin. C'est aussi l'importance de ces commémorations avec tous tes frères étrangers, Dimitri Manésis, Jean Vigreux, c'est votre ouvrage, publié chez Libertalia, et Anatomie de l'affiche rouge, c'est ce que vous avez écrit, Annette Vivorca, publié au Seuil, qui permet de vraiment réfléchir, et je vous le dis, de démarches sur l'histoire elle-même, mais aussi sur la démarche de l'historien, de l'historienne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci à vous. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ah, mon amour, ma Mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Pourquoi le général Boulanger s'attaqua-t-il à la constitution de la Troisième République ? Georges Boulanger, né à Rennes en 1837, grimpa rapidement dans la hiérarchie militaire en participant à plusieurs campagnes coloniales, d'abord en Kabylie, puis en Cochinchine. En 1884, il commanda le corps d'occupation de la Tunisie. Dans l'intervalle, Georges Boulanger s'était aussi distingué en participant à la répression de la Commune. En 1886, Clémenceau, qui avait connu Boulanger quand ils étaient élèves au lycée de Nantes, joua de son influence pour l'imposer comme ministre de la guerre. Ces réformes en faveur des conscrits furent très appréciées. Mais c'est son refus de réprimer les grèves ouvrières et surtout ses discours belliqueux à l'égard de l'Allemagne qui lui assurèrent une grande popularité. Surnommé le général Revanche, Boulanger suscita un immense engouement dans une société française qui était alors frappée de plein fouet par une grave crise économique. Cette notoriété commença à inquiéter sérieusement le gouvernement républicain au moment de l'affaire Schneebeli. En avril 1887, ce commissaire, en poste à la frontière avec l'Alsace-Lorraine annexée,
fut arrêté par la police allemande pour espionnage. Boulanger voulut aussitôt adresser un ultimatum à l'Allemagne pour faire libérer Schneebeli et mobiliser l'armée. Pour éviter le risque d'une nouvelle guerre, les républicains l'écartèrent du gouvernement. Cette éviction eut pour effet de renforcer le mouvement populiste qu'on commençait à appeler le boulangisme. Présenté comme une victime des politiciens corrompus qui courbaient l'échine devant l'Allemagne, Boulanger fut alors soutenu par une coalition hétéroclite regroupant tous ceux qui combattaient le régime républicain. Les nationalistes, emmenés par Paul Déroulède, le dirigeant de la Ligue des Patriotes, se rallièrent à lui. Mais ce fut aussi le cas des bonapartistes, des monarchistes et même d'une partie des socialistes révolutionnaires qui espéraient imposer leur programme grâce à lui. Mis d'office en retraite en mars 1888, Boulanger put se consacrer librement à sa carrière politique. Il élabora un vague programme exigeant une révision des lois constitutionnelles, programme décliné autour du slogan « Dissolution, révision, constituante ». Comme les candidatures multiples étaient possibles à cette époque, Boulanger se présenta dans de nombreux départements de France. Il fut élu à maintes reprises, notamment en Dordogne, dans le Nord et dans la Somme. Le 27 janvier 1889, il remporta une élection législative à Paris. 50 000 personnes se rassemblèrent pour fêter sa victoire en scandant « À l'Élysée !» Le risque d'un coup d'État poussa le gouvernement à poursuivre Boulanger pour complot contre la sûreté intérieure. Plutôt que de s'engager dans une épreuve de force, il préféra s'exiler à Bruxelles. Le 30 septembre 1891, Georges Boulanger se suicida sur la tombe de sa maîtresse qui venait de mourir de la tuberculose. Clemenceau avait cru, dans un premier temps, pouvoir utiliser la popularité de Boulanger dans son combat contre les républicains opportunistes. Mais il découvrit rapidement qu'en faisant des concessions aux nationalistes et aux populistes de tout poil, c'est la démocratie qu'on mettait en danger. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal, Mayouen Guizou et Lily Cornaer. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.